Imaginez un cimetière de navires au milieu d'un désert brûlant, des chalutiers de pêche rouillés, situés à des centaines de kilomètres de l'eau la plus proche. Ce n'est pas un décor de film de science-fiction, c'est la réalité de la mer d'Aral. Autrefois le quatrième plus grand plan d'eau de la planète, elle s'est transformée en désert toxique en quelques décennies seulement. Comment l'humanité a réussi à détruire une mer entière pour du coton? Abonnez-vous à la chaîne et découvrons ensemble cette histoire. Milieu du XXe siècle. L'Union soviétique construit le communisme et a besoin de devises. Beaucoup de devises. Et qu'est-ce qui peut rapporter des devises? Exactement le coton. L'or blanc, comme l'appelaient les fonctionnaires du parti. Et voilà que les regards des planificateurs se tournent vers l'Asie centrale, où le climat est idéal pour cultiver cette plante. La mer d'Aral à cette époque était une véritable merveille de la nature. Une superficie de plus de 68 000 km², une profondeur allant jusqu'à 68 mètres. On y trouvait 34 espèces de poissons, des dizaines d'usines de transformation fonctionnaient, les villes portuaires prospéraient. Les habitants locaux pêchèrent depuis des siècles. La mer nourrissait des centaines de milliers de personnes. Le littoral était une oasis de vie, entourée des déserts de Karakoum et de Kizilkoum. Un climat humide, une nature riche, un écosystème unique. Il semblait que cela durerait toujours. Mais à Moscou, on dessinait déjà des plans grandioses. Il faut des millions de tonnes de coton chaque année. Et pour le coton, il faut de l'eau. Beaucoup d'eau. Et cette eau coule dans deux grands fleuves d'Asie centrale qui se jettent dans l'Aral. L'Amou Daria et le Sir Daria. Deux artères alimentant la mer depuis des millénaires. L'Amou Daria apportait ses eaux depuis les montagnes du Pamir et le Sir Daria depuis le Tian Shan. Ensemble, ils amenaient à l'Aral environ 60 km³ d'eau chaque année. En 1954, un plan fut approuvé qui allait changer le destin de la région pour toujours. La construction du canal du Karakoum, le plus long canal d'irrigation du monde. 1300 km, par lesquels l'eau de l'Amou Daria devait irriguer les champs de coton du Turkménistan. Les ingénieurs soviétiques en travaillaient avec un enthousiasme incroyable. Des milliers d'excavatrices, des centaines de milliers d'ouvriers, le chantier du siècle. Le canal était creusé à travers le désert, sans trop se soucier des conséquences. L'essentiel, c'était de réaliser le plan dans les délais. Et puis la construction de dizaines d'autres systèmes d'irrigation a commencé. L'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, tous voulèrent leur part du gâteau aquatique. On a aussi commencé à prélever activement l'eau du Sir Daria. Au début des années 60, l'ampleur de l'irrigation était devenue vraiment gigantesque. Seulement ces canaux avaient un petit problème. Ils avaient été construits à la hâte, sans imperméabilisation adéquate. Selon les données officielles, de 50 à 70% de l'eau se perdait en route vers les champs. Elle s'infiltrait dans le sable, s'évaporait, partait dans le vide. Imaginez, plus de la moitié de l'eau volée à la mer n'atteignait même pas les champs de coton. C'était une inefficacité colossale, monstrueuse. Mais l'économie planifiée s'en souciait peu. L'essentiel, c'est que les chiffres dans les rapports avaient un belle allure. Et voilà qu'en 1960, ce qui aurait dû être un signal d'alarme s'est produit. Le niveau de la mer d'Aral a commencé à baisser. D'abord lentement, littéralement de quelques centimètres par an. Les pêcheurs locaux ne paniquaient pas encore. Mais les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme dès ce moment. Les hydrologues avertissèrent des conséquences catastrophiques. Ils rédigèrent des rapports, menèrent des recherches, intervenaient lors de conférences. Leurs voix se sont noyées dans le cœur général, célébrant les victoires de l'agriculture socialiste. Qui plus est, certains dirigeants du parti disaient ouvertement que la mer d'Aral était une erreur de la nature. Selon eux, pourquoi avoir besoin de cette flaque au milieu du désert, quand on peut cultiver du coton et nourrir l'industrie textile du pays? Dans les années 70, le rythme d'assèchement s'est accéléré. La mer reculait de plus en plus vite. Chaque année, le niveau de l'eau baissait de 20, 30, puis même 50 cm. C'était une catastrophe écologique au ralenti. Les villes portuaires ont commencé à se transformer en villages désertiques. Les chalutiers de pêche ne pouvaient plus prendre la mer. L'eau avait reculé de plusieurs kilomètres depuis les quais. Les usines de poissons fermaient les unes après les autres. Les gens perdaient leur emploi. La ville de Moïnak était autrefois un port de pêche prospère.
On y trouvait la plus grande usine de transformation de poissons, qui fournissait un sixième de toutes les prises de l'URSS. Des milliers de tonnes de poissons chaque année. Et maintenant, Moïnak se trouve à 150 km de l'eau. À la place de l'ancien fond marin, s'est formé un nouveau désert. On l'a appelé Aralkum, ce qui signifie les sables de l'Aral. 40 000 km² de terre saline et de poussière toxique. C'est plus que la superficie de toute la Suisse. Et qu'en est-il du coton? Oh, le coton poussait à merveille. L'Union soviétique est devenue le deuxième exportateur de coton au monde. L'Ouzbékistan produisait des millions de tonnes d'or blanc. Les indicateurs augmentaient, les plans étaient redépassés. La direction recevait des récompenses. Mais à quel prix? Pour cultiver 1 kg de coton, il faut de 10 à 20 000 litres d'eau. C'est une baignoire pleine d'eau pour chaque t-shirt. L'ampleur de la consommation était astronomique. Dans les années 80, la situation est devenue critique. La mer s'est divisée en deux parties, le Grand Aral et le Petit Aral. La salinité de l'eau a triplé. Les poissons ont commencé à mourir massivement. Sur les 34 espèces, seulement 6 ont survécu. Le climat de la région a commencé à changer de manière catastrophiquement rapide. La mer ne pouvait plus adoucir les températures. Les hivers sont devenus plus froids, les étés plus chauds. L'amplitude des températures a atteint des valeurs critiques. L'humidité de l'air a chuté de plusieurs fois. C'est temps. Mais le plus terrible a commencé lorsque le fond s'est découvert. Pendant des décennies, les pesticides et les engrais des champs de coton étaient emportés dans la mer. Des tonnes de produits chimiques toxiques se sont déposés au fond. Et maintenant, tout cela s'est transformé en poussière toxique. Les tempêtes de poussière salée sont devenues un véritable fléau pour la région. Les vents soulèvent des millions de tonnes de poussière empoisonnée et la transportent sur des milliers de kilomètres. Cette poussière a même été trouvée dans les glaciers du Groenland. Vous imaginez l'ampleur? La population locale a été confrontée à une épidémie de maladies. Cancer de la gorge, des poumons, tuberculose, anémie, maladie rénale. La mortalité infantile dans la région a quintuplé. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont de vraies tragédies humaines. La concentration de sel dans l'air est devenue si élevée que les structures métalliques se détérioraient plusieurs fois plus vite que la normale. La peinture s'écaillait des maisons littéralement en un an. Les gens ne pouvaient pas respirer normalement pendant les tempêtes. Et vous vous souvenez des pesticides? Parmi eux se trouvait le tristement célèbre DDT, un poison interdit dans le monde entier. Il était utilisé dans les champs de coton pendant des décennies. Maintenant, il flottait dans l'air respiré par des millions de personnes. En 1989, le niveau de l'eau avait déjà baissé de 14 mètres. La mer avait perdu 60% de sa superficie et 80% de son volume. La salinité avait presque décuplé par rapport à l'eau océanique. Le cimetière de bateaux à Moïnak est devenu le symbole de la catastrophe. Des dizaines de chalutiers rouillés se dressent au milieu du désert, comme des monuments à la bêtise humaine. Les touristes viennent se photographier devant ce paysage apocalyptique. Après l'effondrement de l'URSS, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, les nouvelles républiques indépendantes ont commencé à pomper encore plus d'eau pour leurs besoins. L'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, tous voulaient développer leur agriculture. Les organisations internationales ont tiré la sonnette d'alarme. L'ONU a qualifié l'assèchement de l'Aral de l'une des plus grandes catastrophes écologiques du XXe siècle. Des conférences ont été organisées, des subventions allouées, des plans de sauvetage élaborés. Mais il était déjà trop tard. Le Kazakhstan a tenté de sauver au moins le Petit Aral. En 2005, la digue de Kokharal a été construite, séparant la partie nord de la mer. Le projet a coûté 85 millions de dollars, mais il a fonctionné. Le niveau du Petit Aral a commencé à remonter. Les poissons sont revenus. Les habitants locaux ont pu à nouveau pratiquer la pêche. C'était une petite victoire dans une grande tragédie. Mais le Grand Aral continuait de mourir. En 2014, la partie orientale du Grand Aral s'est complètement asséchée. Pour la première fois en 600 ans, elle a disparu de la carte. Les images satellites ne montraient qu'une terre craquelée au lieu de l'eau. C'était la fin de toute une époque. Les scientifiques ont calculé que pour restaurer la mer à son niveau initial, il faudrait arrêter complètement l'irrigation pendant 5 décennies. C'est impossible. La région dépend de l'agriculture, des millions de personnes en vivent.
L'économie du coton s'est révélée être une malédiction pour la région. La monoculture a épuisé les sols, empoisonné l'eau, détruit l'écosystème. Mais y renoncer est impossible, trop de choses dépendent de cette industrie. Fait intéressant, les scientifiques ont découvert sur le fond asséché des traces d'anciennes colonies. Il s'est avéré que l'Aral s'était déjà asséché dans le passé, il y a environ 1000 ans. Mais à l'époque, c'était un cycle naturel, étalé sur des siècles. Maintenant, la mer a disparu en seulement 50 ans. C'est un instant à l'échelle géologique. L'homme a accéléré le processus naturel des centaines de fois, transformant un changement progressif en catastrophe. Les tentatives de reverdissement du fond asséché ont montré quelques résultats. On a planté du saxaoul, de la salicorne, d'autres plantes capables de survivre dans les terres salines. Cela aide à fixer le sol et à réduire les tempêtes de poussière. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer, ou plutôt dans l'ancienne mer. L'Ouzbékistan tente de diversifier son agriculture, de réduire la part du coton. Mais c'est un processus lent. Un système établi pendant des décennies ne change pas du jour au lendemain. Les gens ne savent pas par quoi remplacer leur source de revenus habituelle. La salinité de l'eau restante a atteint 100 grammes par litre. Pour comparaison, dans l'océan, c'est environ 35 grammes. C'est pratiquement de la saumure, une solution saline saturée. Seuls les organismes les plus résistants peuvent ne survivre dans de telles conditions. De nouvelles espèces adaptées aux conditions extrêmes sont apparues. L'Artémis saline, une minuscule crevette, est devenue l'espèce dominante. Elle peut vivre même dans une eau très salée. Mais la diversité de la vie a disparu à jamais. L'histoire de l'Aral est devenue un avertissement pour le monde entier. Des problèmes similaires ont commencé à apparaître au lac Tchad en Afrique, qui s'assèche également rapidement. La mer Morte au Moyen-Orient perd de l'eau chaque année. Il s'avère que les gens n'apprennent pas des erreurs des autres. Partout dans le monde, l'exploitation irréfléchie des ressources en eau continue. Les rivières sont barrées, les lacs sont asséchés pour l'irrigation, les eaux souterraines sont pompées plus vite qu'elles ne se renouvellent. Les dommages économiques de la catastrophe sont estimés à des dizaines de milliards de dollars. L'industrie de la pêche a été perdue, le secteur touristique détruit, la santé de la population s'est détériorée, les terres agricoles se sont dégradées. Les conséquences sociales sont également énormes. Des villes entières se sont transformées en villes fantômes. Les jeunes partent à la recherche de travail, seuls les vieux restent. Le mode de vie traditionnel est détruit. La culture des peuples côtiers meurt avec la mer. Les habitants locaux racontent qu'avant, on pouvait entendre les cris des mouettes à des kilomètres. Maintenant règne un silence oppressant. Seul le vent chasse la poussière sur l'ancien fond. C'est le silence d'une terre morte, où la vie bouillonnait autrefois. Les anciens se souviennent comment, en été, toute la famille allait se reposer à la mer. Une eau propre, des plages de sable, du poisson frais pour le dîner. Les enfants se baignaient jusqu'au coucher du soleil. Les adultes prenaient le soleil. Cela semble un conte de fées aux générations actuelles qui ont grandi parmi les sables. Dans les écoles de Moynac, il y a un musée consacré à la mer. On y conserve de vieilles photographies, des filets de pêche, des boîtes de conserve de l'usine locale. Les guides racontent aux enfants ce qu'ils ne verront jamais. La mer qui n'existe plus. Techniquement, restaurer l'Aral, et c'est possible. Il faut réduire drastiquement l'irrigation, moderniser les systèmes d'irrigation, passer à l'irrigation au goutte à goutte. Mais cela nécessite des dizaines de milliards de dollars et la volonté politique de 5 pays. Les conflits autour de l'eau entre les pays d'Asie centrale s'aggravent chaque année. Le Kirghizistan et le Tadjikistan contrôlent les sources des fleuves et veulent construire des barrages hydroélectriques. L'Ouzbékistan et le Turkménistan ont besoin d'eau pour l'irrigation. Le Kazakhstan tente de sauver sa partie de la mer. Chaque pays tire la couverture à soi. Il n'y a pas de stratégie unifiée, pas d'accord, pas de volonté politique de compromis. Et pendant ce temps, la mer continue de s'assécher. Le temps passe, et chaque année, la situation empire. Les changements climatiques aggravent le problème. Les glaciers dans les montagnes, qui alimentent les fleuves, fondent de plus en plus vite à cause du réchauffement climatique. Au début, il y a plus d'eau, mais ensuite les glaciers disparaîtront, et il n'y aura plus d'eau du tout. Les scientifiques prévoient que dans 30 à 40 ans, les glaciers de montagne de la région auront fondu de 70%. Cela signifie une réduction catastrophique du débit des fleuves. Les problèmes d'eau
deviendront encore plus aigus. Les conflits pourraient se transformer en guerre. Certains experts proposent des solutions radicales. Par exemple, creuser un canal depuis la mer Caspienne ou même depuis l'océan Arctique. Des projets fantastiques, coûteux et écologiquement douteux. Mais le désespoir engendre des idées audacieuses. Une autre option consiste à abandonner complètement le coton et à passer à des cultures moins gourmandes en eau. Cultiver des céréales, des fruits, des légumes. Développer l'élevage. Mais cela signifie une restructuration complète de l'économie, ce qui est irréaliste à court terme. La tragédie de l'Aral a montré que la nature ne peut pas être dominée impunément. Le slogan soviétique selon lequel l'homme doit dominer la nature a conduit à la catastrophe. La nature reprend toujours ses droits, c'est juste une question de temps. C'est une leçon pour toute l'humanité. Nous vivons dans un écosystème fermé de la planète. En perturbant l'équilibre à un endroit, nous créons des problèmes partout. L'assèchement de l'Aral a affecté le climat de toute l'Asie centrale, et même au-delà. On trouve de la poussière du fond de l'Aral dans des échantillons de glace de l'Antarctique. Imaginez jusqu'où vont les conséquences. Un problème apparemment local devient mondial. Les frontières n'arrêtent pas les catastrophes écologiques. Ainsi, nous avons vu comment l'un des plus grands lacs de la planète s'est transformé en désert toxique, en seulement un demi-siècle. Comment la course au profit et à la réalisation du plan a conduit à la mort de tout un écosystème. Comment des millions de personnes perdent leur santé, les ambitions des autres. La catastrophe de l'Aral est devenue le symbole de la folie écologique du XXe siècle et un rappel que la nature ne pardonne pas la légèreté. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et écrivez dans les commentaires. Connaissiez-vous cette tragédie? Pensez-vous qu'on peut encore sauver la mer d'Aral ou est-elle condamnée? Partagez vos réflexions. Discutons ensemble de ce sujet important.